Je vous parle de chez les darons, les boomers, les matures, bref, les seniors avec un E, puisque c'est l'étiquette que nous colle le marché du travail et la société dès qu'on a dépassé 45 ans. Avec ce podcast, je vous invite à découvrir des femmes de tous horizons, qui abordent la cinquantaine ou l'ont largement dépassée. Comment envisagent-elles ce nouvel âge, personnellement et professionnellement? Qu'est-ce que les années leur ont apporté? De quoi se sont-elles débarrassées? Et comment devient-on ce que l'on est? Leur parcours, toujours singulier, démontre qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer et que réussir sa vie peut prendre bien des formes. Et si 50 ans était l'âge de l'accomplissement? Je suis Laurence Lucas, bienvenue dans Les Passeuses. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas, en prenant de l'âge, de devenir vieux. C'est pas de ça dont il est question. La carte d'identité dit quelque chose. Je suis né le... Voilà. Bon, ok. Mais en revanche, l'envie de vivre, la libido au sens le plus force de vie, pulsion de vie par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, c'est ça qui nous anime. Catherine a 64 ans. Elle est psychosociologue et psychanalyste et elle a travaillé plusieurs années en entreprise sur le recrutement de personnes porteuses de handicap. Elle, qui se définit comme une révoltée et une combattante, a axé son travail sur le poids des représentations sociales sur l'image de soi. Après plusieurs ouvrages sur l'obésité, elle a publié chez Larousse en 2020 « Il n'y a pas d'âge pour jouir », un livre pour aider les femmes à s'affranchir des stéréotypes liés à l'âge. Nous avons parlé de l'importance de la représentation des femmes de plus de 50 ans pour que celles-ci s'autorisent à prendre la parole et occuper l'espace, des combats qu'il faut mener et de ceux qu'il faut abandonner, des meilleures façons de cultiver le désir et de l'importance de rester en lien avec l'enfant qu'on a été. Je vous laisse avec cette conversation. Bonne écoute! J'ai eu la chance de rencontrer Freud à 17 ans, en terminale, en philo. Cette rencontre a été pour moi déterminante. Si vous voulez, moi je suis tombée dedans. Parce que au niveau psyché individuel, j'ai tout de suite compris ce qu'était l'inconscient, et ça m'a rassurée d'ailleurs par rapport à ce monde dans lequel j'étais baignée et je ne comprenais pas. Pour tout un tas de raisons, il me paraissait étrange, ce monde, à la fois en termes personnels, donc mon expérience familiale, etc., et sociale. Je vous l'ai dit, j'ai 64 ans, donc je suis née en 57. J'ai eu la très grande chance de faire mes études au lycée de Sarcelles. Et à l'époque, il n'y avait absolument aucun antisémitisme, aucun racisme, mais il y avait déjà du sexisme. Et mon expérience de lycéenne a été la rencontre des autres, avec beaucoup de questions qui se posaient. Et au niveau social, politique, être dans ce type de lycée, en tous les cas à cette époque-là, ça vous ouvre au monde. Et tous nos camarades, on avait des discussions sur l'histoire, puisqu'il y avait des gens de différentes origines. Et ceci a été pour moi formateur. Donc après, j'ai fait des études où je me suis intéressée. Le sujet de mon travail à l'école des hautes études, c'était avec Serge Moscovici, donc c'est les représentations sociales. Hein. Les représentations sociales, c'est à la fois une projection de soi et quelque chose que la société propose. C'était l'inertie, parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens ne se révoltaient pas. À la fois un titre individuel par rapport à un certain caillou qu'on a dans nos sacs à dos, peut-être des grosses pierres pour certains, et aussi lorsque socialement on se trouve écrasé, qu'est-ce qui fait que on ne trouve pas peut-être la force, le courage, l'espoir de lutter et de trouver des pistes pour le faire. Voilà, si vous voulez, c'est ça, moi, mon moteur. Dans l'existence, je suis une révoltée. D'accord. Et ça va mieux avec l'âge? Pas du tout. Et je ne compte absolument pas limiter cette révolte, car pour moi, c'est le moteur. Alors, elle a évolué, la révolte, parce qu'il s'agit de quitter la colère. Et ça a été vraiment grâce à la psychanalyse que j'ai pu accéder
à des forces internes pour justement mener des révoltes. Vous imaginez bien qu'il faut encore avoir une dose de colère, de rébellion, etc. au fond de soi, sinon on baisse les bras. Bien sûr. Et alors, justement, vous avez beaucoup travaillé sur la représentation de soi, sur l'image de soi, puisque vous avez travaillé sur l'obésité, et maintenant sur les femmes de plus de 50 ans. Pourquoi ce choix ? Parce que ce qui n'est pas visible n'existe pas. D'accord. L'important dans la vie, et quel que soit l'âge, bien évidemment, c'est de pouvoir partir de soi. Lorsqu'un homme énonce une parole, elle est encore désirable, elle ne l'est plus, elle est pas mal, elle est moche, mais ça me dérange. La définition de soi a besoin d'être interne. Que je souffre de ne pas être désirée, parce que moi je suis encore dans le désir, eh bien dans ce cas-là, la femme, l'homme, n'importe qui, va pouvoir dire qu'est-ce qui bloque dans mon relationnel à l'autre, va pouvoir dire, mais moi quand je me regarde dans un miroir, est-ce que je me trouve aimable ? Et c'est tout ça que je propose de travailler. D'où les modèles d'identification, voyez-vous. Parce que si, comme je le raconte dans mon livre, il y a peu de femmes héros, parce que c'est gênant de dire héroïne, vous voyez, on ne sait pas si vous allez vous injecter un truc dans les veines, héros dans les films, et si elles sont quelque part, c'est en tant que grand-mère, c'est en tant que ceci, c'est en tant que cela. Ce ne sera plus d'ailleurs dans les entreprises. Et donc, nous avons besoin de réfléchir si nous voulons être invisibilisés. Moi, je trouve ça insupportable d'être invisible dans le regard de l'autre si je n'ai pas envie. D'accord. Donc, c'est l'assignation finalement à un rôle qui est fait par la société et non pas le choix de l'individu. Du coup, ce que vous préconisez, c'est que les femmes produisent du discours, produisent de l'image pour être visibles, pour se rendre elles-mêmes visibles. Ça commence par ça. Et elles-mêmes, en prenant conscience, peuvent changer des choses. Parce qu'on ne peut pas, alors ça sur rien, si on n'a pas conscience de quelque chose, le changement n'intervient pas. Donc c'est hyper important que de se dire, est-ce que moi, ça me pose problème ? Cette assignation à résidence. Est-ce que moi, ça me pose problème ? Ou est-ce que je m'en contrefous ? Pour parler justement de la question de la représentation, moi je trouve que les choses évoluent quand même considérablement. Puisque, alors, rien que pour parler d'ailleurs de l'univers des médias, des podcasts, etc., on peut citer Konenki, on peut citer J'ai piscine avec Simone, le magazine S de Sophie Davant, et puis aussi je voyais des séries policières avec Isabelle Gélinas qui doit avoir 55 ans, Caroline Maziero qui en a 57, ou bien encore Julie Ferrier qui en a 50, et qui campent des héroïnes pas du tout enfermées dans des rôles traditionnels. Y compris Isabelle Gélinas, par exemple, qui est entre son mari et son amant, qui fume des pétards, etc. Enfin voilà, on a l'impression que la femme de 50 ans, maintenant, elle est quand même sacrément libérée et elle est représentée comme telle dans des médias de masse. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou pas ? Je peux dire oui et non. Tout ce que vous avez dit est vrai. Il y a quelques femmes, héros, de plus de 50 ans, qui sont des rebelles, qui sont hors normes. Parce qu'on fume quand même pas des pétards entre un amant et un mari. C'est pas, oui, c'est pas tout le temps tout le monde. Voilà. Oui, heureusement, une évolution se constate. En revanche, si vous regardez les chiffres que les comédiennes de plus de 50 ans ont établis, on trouve ça très bien, c'est le tunnel des comédiennes de plus de 50 ans. Marina Tomei qui porte ça, vous voyez, elle dit qu'il y a 8% de comédiennes qui ont plus de 50 ans qui tournent. Vous voyez, c'est quand même si on peut en citer 3, c'est quand même que 3. Donc, vous voyez, c'est oui et non. Ouais. L'idée,
c'est de faire prendre conscience qu'il n'y en a pas assez. Mhm. Que l'homme de 50 ans, il est vu comme d'habitude, on va dire, en beau mec, les tempes un peu grisonnantes. Beau lapsus. Et les femmes, elles sont définies comme invisibles sexuellement, vous voyez. Moi, je ne dis pas que il faut rester sur un terrain de sexe symbole, bien évidemment, puisque même pour les jeunes, je trouve que c'est insupportable d'être réduite à quelque chose qui fait bander. Donc, vous voyez, c'est là où, en creusant la question, mais c'est quoi être désirable ? Est-ce que c'est être le sexe symbole qui fait bander dans la définition actuelle ? Et là, nous avons tout un débat à mener sur, il y en a qui disent female gaze, male gaze, etc., etc. Ce regard qui est porté, qui serait un regard défini par des hommes sur des femmes, et non pas les femmes de l'intérieur. Sauf qu'à un moment, dans la rencontre avec l'autre, c'est toujours un échange de regards et un échange de jugements portés sur l'autre, que ce soit sur son apparence physique, sur sa conversation, sur son intelligence, sur sa culture, sur son humour. Il y a toujours, ça ne se définit pas soi par rapport à soi, c'est toujours dans la rencontre, et que ce soit des femmes vers les hommes, des hommes vers les femmes, enfin dans les couples homo, etc., c'est entre deux êtres, il y a un jugement porté. Tout va bien si c'est comme ça. Si on est dans la relation. D'accord. Parce que dans ce cas-là, on ne pourra pas dire les femmes de plus de 50 ans. D'accord. Et là, on en revient à l'assignation. Et évidemment. Et on revient aux normes. Et on revient à une définition qui est extrêmement étroite. Jeune, mince, tonique. Donc vous êtes en fait sur la représentation et la relation individuelle versus des critères de masse définis par une société qui n'évoluerait pas, enfin qui ne saurait pas prendre en compte l'individu. C'est ça, mais qui évolue. Parce que regardons Marilyn Monroe, qui était la plus belle femme de l'époque, elle a énormément de grassouilles au regard des normes de nos jours. Vous voyez, donc tout ceci, c'est hyper important. Et lorsque on part de soi, bien sûr qu'on s'intéresse à la personnalité. Bien sûr qu'on s'intéresse à ce qu'on ressent, au feeling, etc. Pas simplement à la plastique. Et souvent, pour clore peut-être ce chapitre, j'ajoute, c'est le regard qui fait le beau. Pour parler du monde du travail, vous avez travaillé donc en entreprise. Est-ce que sur les problématiques spécifiques des femmes seniors en entreprise, qu'est-ce qu'apporte spécifiquement un employé, un salarié plus âgé ? L'expérience. Alors qu'est-ce que c'est l'expérience ? Qu'est-ce que ça donne ? Quand on a l'expérience de quelque chose, on a un background. Sans y réfléchir, immédiatement s'imposent des solutions qui ont été construites au fur et à mesure des années. C'est une bonne et une mauvaise chose. Parce que puisqu'elles s'imposent, peut-être on réfléchit à l'intérieur du carré et on ne va pas chercher de nouvelles idées. Et par rapport aux femmes, justement, en entreprise, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques à partir de 45-50 ans ? Il y a toujours des problématiques spécifiques avec les femmes. D'accord. En fonction de leur âge. Quand vous faites un entretien d'embauche et que vous avez 25-30 ans, la question qu'on va vous poser... Allez-vous avoir des enfants ? Voilà. On ne la pose pas aux hommes. Non, quand bien même c'est illégal. D'ailleurs, moi, on me l'a posé à peu près systématiquement. Toujours. Absolument. Est-ce que vous-même, vous constatez une évolution de leur positionnement, de la façon dont elles se considèrent ou dont elles se sentent considérées au sein de l'entreprise ? Il y a des femmes avec des particularités différentes. Les femmes ne commencent pas à se ressembler parce qu'elles ont 45 ans ou tel âge. Donc, le plafond de verre infranchissable à cause de l'âge est différent
selon la façon dont on se vit soi-même. D'où l'importance de mes identifications dont j'ai parlé plus tôt. Parce que si vous pouvez vous identifier à des expertes qui, grâce à l'âge, progressent, parce que pour être experte, c'est quand même rare de n'avoir que 30 ans. Donc, plus les femmes de 45 ans en entreprise citent tel, qui sont des experts, des responsables, des chefs, des personnes politiques, etc., etc., et plus elles se vivent comme ayant un atout. Donc ça veut dire que plus les femmes se sentent entourées d'autres femmes qui sont des modèles, qui sont des représentations différentes d'elles-mêmes ou d'expertise, plus elles se sentent en fait validées dans leur expertise. C'est ça. Pour se sentir en confiance, il y a besoin déjà d'un parcours personnel, donc d'avoir laissé tomber un certain nombre de regards négatifs introjectés au fur et à mesure de la vie, et par ailleurs s'appuyer sur tel ou tel qui sont des modèles. Et donc, s'il n'y a que dans les comités directeurs des hommes, ça ne va pas. S'il n'y a que du personnel politique de haut niveau homme, ça ne va pas. Mais lorsque vous avez une parité de ministres femmes, hommes, lorsque vous avez des responsables dans les grandes entreprises, femmes, hommes, etc., voilà, vous voyez autrement. Ce n'est plus un handicap d'avoir plus de 45 ans. Ce n'est plus à 45 ans, c'est fini. Ce n'est plus tout ça. Et nous avons besoin de réfléchir collectivement afin que cette population de femmes de plus de 45 ans ne soit pas considérée comme has-been et bonne à jeter. Donc du coup, on ne peut pas laisser passer des phrases qui seraient à attribuer au bon machin, de toute manière il dit n'importe quoi. On ne peut pas non plus se dire on se fout pas mal si c'est un patron ou une patronne. On ne peut pas tout ça. On doit favoriser l'ascension des femmes et sur les plateaux télé des expertes, dans les radios, etc., les podcasts, afin que quelque chose puisse changer dans les esprits des hommes et des femmes. Mmh. Que les hommes intègrent les femmes dans ces rôles d'expertise et que les femmes se projettent elles-mêmes dans des rôles d'expertise. C'est ça. Et qu'elles osent. Parce que parfois, moi je fais partie du groupe des expertes. Et parfois, lorsque des journalistes téléphonent, un certain nombre de femmes déclinent parce qu'elles répondent « Non, je ne suis pas très compétente sur tel sujet. Moi, mon domaine d'expertise, il est là. » Les hommes, ils n'hésitent jamais. Hein. Qu'est-ce qui fait cette différence ? La confiance en soi, la légitimité. Penser que vous allez pouvoir exprimer quelque chose, même si vous n'êtes pas la seule légitime à avoir un avis sur une question. Comme les femmes n'ont pas l'habitude d'être en plateau, etc., eh bien, elles ont plus de mal à y aller lorsque ce n'est pas vraiment un domaine qu'elles bordent. Elles préparent beaucoup plus leurs réunions. Vous voyez, souvent on dit qu'une femme est plus compétente, au fond parce qu'elle est moins sûre d'elle. Elle travaille plus. Voilà. Mais c'est après, dans le message, prendre la parole, occuper l'espace, qui est plus difficile. Tout va ensemble. Occuper l'espace et prendre la parole. Si vous avez une sécurité interne, si vous pensez que vous êtes légitime, vous êtes à votre place, que même si on vous pose une question, que c'est pas top ce que vous racontez, mais vous ne serez pas ridicule. Donc ça veut dire qu'il y a deux ressorts. Il y a d'une part l'audace et d'autre part la confiance. Évidemment, l'une découlant de l'autre. Ce qu'on s'autorise est aussi ce qui est autorisé socialement. Si socialement, il est décrété qu'à partir d'un certain âge, tel comportement n'est pas recevable, tel comportement est attendu, il faut une sacrée audace pour faire autrement. On a parlé de Corinne Massiero tout à l'heure. Quand elle se met à poil pour un message politique aux Oscars, on parle de son corps, on parle de ceci, on parle de cela. Alors que vous allez dans la rue, à l'abribus, tous les jours, il
Il y a des mannequins à poil pour vendre une bagnole, une machine à laver ou n'importe quoi. Celles qui sont dénudées par d'autres parce qu'elles représentent la femme désirable de notre époque, là, c'est OK. Et alors du coup, comment est-ce qu'on dépasse, comment est-ce qu'on arrive justement à dépasser ce blocage qui est finalement induit par d'autres? C'est super compliqué. Hein. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas... Voilà. Est-ce que l'âge aide pour ça? Je peux encore dire oui et non? Non, parce que socialement, on est dans une société tout de même qui n'aime pas les vieux. Donc l'âge est plutôt perçu négativement. Pour soi-même, souvent, ça nous donne une certaine assise, si tant est que l'on s'octroie ce droit de se dire « mais maintenant, je m'y connais plus qu'avant ». Souvent, on dit « mais est-ce que vous étiez plus heureuse à 20 ans ?» La plupart des gens répondent « non, je n'étais pas mieux à 20 ans. J'avais plein de choses que j'ai réglées, voilà. Peut-être dans mes yeux à moi, je suis mieux. Mais en même temps, l'âge fait arriver vers la fin de vie. » Mais est-ce que malgré tout, le fait de se recentrer justement vers soi, de savoir qui on est, ce qu'on vaut, ne fait pas accéder à une certaine forme d'alignement et donc de puissance? Si vous n'êtes pas trop défini par l'extérieur, si le regard qui est porté sur vous vous considère, oui. Si en revanche, vous êtes très imprégné de ce que socialement on vous balance, moins. Hein. La crème anti-âge à partir de 30 ans, ça ne fait pas désirer vieillir. Vous voyez, on va considérer que les marques du temps sont moches. Si vous pensez que vos cheveux qui grisonnent, il va falloir les masquer. Donc ça veut dire qu'on est dans une société qui exige finalement de masquer le passage du temps. Donc, d'être à contre-emploi. Vous voyez, vous ne pouvez pas être à l'aise dans votre vie si vous passez une partie de votre temps à masquer la personne que vous êtes devenue. Bon, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre alors? Moi, je crois au combat hein, en tant que psychanalyste, parce que sur mon divan, c'est ce qui se passe, que en tant que membre d'une société, parce que c'est ce qui se passe. Si ça évolue, c'est franchement parce qu'il y a eu des combats. Donc, combat individuel, parce que si vous n'avez pas pris conscience, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas vous bouger. Et combat collectif, parce que grâce à XXX, ben vous n'êtes plus seul. Ces femmes qui témoignent en disant « mais en entreprise, il s'est passé ici, il s'est passé ça », eh bien, vous voyez, les notions de harcèlement bougent. Et c'est grâce au fait que les choses puissent être dénoncées qu'elles vont devenir inacceptables. Elles deviennent visibles. D'où l'importance de refuser l'invisibilité et le poids des mots, par exemple senior. Et alors, moi j'avais une question sur la notion de réussite, parce que par exemple en entreprise, ce qu'on constate beaucoup, alors j'ai envie de dire, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, il y en a effectivement beaucoup qui s'en vont, mais il y a aussi pas mal de femmes brillantes qui à un moment lâchent le jeu, se disent ça n'en vaut pas la chandelle, et vont ailleurs faire autre chose autrement, voire font leur métier mais autrement. Est-ce que vous pensez que ça, il y aurait une autre vision de la réussite, féminine aussi, que ce soit d'ailleurs au sein de l'entreprise, ou à l'extérieur de l'entreprise? Naturellement, hein, c'est l'autodétermination qui compte. Si donc, quiconque, à un moment donné de sa vie, se dit « mais là, je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie. Je vais aller la dépenser ailleurs parce que là, je vais pouvoir mettre en œuvre des choses, voire même aller m'allonger sur la Costa Brava et profiter de la mer et du soleil, mais formidable, voyez. Le combat, il est aussi à mener contre les normes de réussite
Oui. qui sont celles qui sont majoritaires. Le combat est à mener contre tout ce qui nous a servi. Donc, ce sont les gens qui ne trouvent pas de moyens pour être en alignement avec eux-mêmes. Parce que là, on est aussi sur des sujets de désalignement, finalement. C'est ça. Que ce soit entre l'entreprise et soi-même, que ce soit entre son corps et sa vision de soi-même. Est-ce que c'est ça, réussir sa vie, c'est être aligné? Qu'est-ce que c'est, selon vous, réussir sa vie? C'est pas mal comme définition. Être aligné avec ce qu'on ressent au fond de soi. Mais pas si ce sont des désirs fabriqués. Lorsque vous entendez des gens « je veux avoir tel corps, rentrer dans un pantalon taille 38, je veux… » Mais pourquoi donc ? Je veux aller gommer ces rides que je ne saurais voir. Mais pourquoi donc ? Voyez ? Qu'est-ce que je vois quand je me vois ? Qu'est-ce qui, dans l'éventuel embonpoint, est insupportable ? C'est ça. Vous voyez, si vous êtes, pour être bien aligné, soumise à des dictates que vous n'avez pas interrogés, vous allez perdre votre temps à essayer de rentrer dans un pantalon, c'est pas votre morphologie, qu'est-ce qu'on y peut, ou alors de ne pas avoir les rides que le temps creuse. Voilà, vous voyez, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec cette définition de l'alignement, mais ensuite, il faut s'interroger, mais aligner avec quoi ? Avec quoi ? Comment ça a été construit ? C'est quoi cette fabrique-là ? Est-ce que c'est vraiment ce que je… Et puis, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut non plus. Vous voyez ? Comment on fait avec la frustration ? Comment on fait avec nos limites ? Parce que de toute manière, la fin est inscrite au programme. Donc, vous voyez, comment on fait pour se dire, là, moi, à mon âge, il y a des trucs sur lesquels je vais baisser la garde, parce que franchement, j'y peux rien. Mais en revanche, non, ça, je veux pas. Surtout pas que ce soit défini par l'extérieur, en entreprise comme personnellement. Vous voyez, et c'est ça, on va réajuster nos désirs. Est-ce que ça veut dire aussi qu'avec l'âge, il faut choisir ses combats ? Toujours. Je crois qu'il faut toujours choisir ses combats, même quand on a 15 ans. C'est-à-dire ne pas s'embarquer dans tout et n'importe quoi et se dire, ça, c'est important. Faire le tri, en fait. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que je considère que ça, c'est important au jour J ? Est-ce que c'est vraiment important, finalement ? Vous voyez, c'est ça, c'est de réfléchir à l'importance que l'on donne aux choses. Quand on mène des combats, est-ce que ça en vaut la peine ? Après, on ne va pas tous et toutes dire oui aux mêmes choses. Certains vont dire, allez, laisse tomber. Ben non, parce que pour vous, c'est ça qui compte. D'accord. Qu'est-ce que l'âge vous a apporté ? Je suis moins en colère et j'ai pu transformer des choses qui m'animent positivement. Et puisque j'ai pu les transformer positivement, je suis plus satisfaite de ce que je fais. Je crois que je suis vraiment restée en connexion avec la petite fille. Et ça, c'est un truc que je conseillerais, tiens, très volontiers. Si tu discutes avec la petite fille que tu as été, est-ce que tu vas rougir de ce que tu es devenu ? Et si tu rougis, comment tu pourrais faire pour être à la hauteur de cette petite fille-là ? C'est très, très important. La connexion, est-ce que la connexion, la cohérence avec l'enfant qu'on était est toujours là ou est-ce qu'on l'a perdu ? C'est ça. Et l'enfant n'est pas mort, hein, il n'est pas au cimetière. Nous avons vieilli, c'est tout. Nous avons vieilli. Et parce que nous avons encore en nous des rêves, nous avons encore… Alors il y a, peut-être je ne serais pas aviatrice, si tant est que j'ai jamais rêvé d'être aviatrice, mais qu'est-ce qui me paraissait une valeur extrêmement importante ? Est-ce que certains de mes rêves, aujourd'hui, je pourrais me dire, tiens, mais il y a peut-être ça que je pourrais aller vers. Et comment ça se cultive, le désir ? Donnez-vous des rendez-vous avec la petite fille que vous avez été. Voyez s'il y a des choses qui, dans les désirs de cet enfant, vous porteraient encore et comment vous pourriez mettre en œuvre un certain nombre de ces éléments qui vous feraient tellement plaisir. Après, c'est pas que perso, hein, c'est aussi collectif.
Quand on estime qu'on vit dans une société folle, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait un peu plus de sens au sein de l'entreprise, au sein de son milieu familial, de son quartier, etc., etc. Comment on peut répondre à une invitation d'un podcast parce que quelque chose est toujours dans un appétit de communication, de transmission. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui fait que ce soir, je serai ravie parce que quelque chose aura pu avancer dans une rencontre et le fait que des gens vont écouter, vont dire « Tiens, ça, je le prends pour moi ». Parce que pour moi, ça, c'est valable et c'est important. Est-ce que vous doutez et comment vous traitez le doute ? Toujours. Je doute à longueur de journée. Et le doute, Nietzsche disait, c'est ce qui nous permet de ne pas être fous. Vivre avec le doute permanent, c'est ce qui vous permet de vous interroger. Et moi, j'avance parce que je m'interroge. Donc c'est un moteur. Bien sûr. Et mon travail, parce que je suis quand même psychanalyste, qui veut dire que je suis avec des patients où nous interrogeons à longueur de journée, d'années, des choses. Nous introduisons du doute là où il y avait des certitudes qui étaient vraiment aliénantes. Qui était verrouillante en fait. C'est ça, parce que l'aliénation, hein, c'est quand même la coupure du lien à soi. Vous voyez, c'est pour ça que ça m'intéressait ce que vous disiez sur le fait d'être aligné. Vous voyez, de ne pas être en aliénation par rapport à soi-même. Donc oui, le doute, bienvenue. Et alors justement, ce podcast s'appelle Les Passeuses. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre et à qui ? Alors, je vous ai dit hors antenne, quand on a parlé pour la première fois, que le titre m'avait attirée parce que Les Passeuses. Je me considère comme une passeuse. Le passage du conscient à l'inconscient, de l'inconscient au conscient, le passage du privé au collectif, du collectif au privé. Pour moi, je passe ma vie dans le passage. Et d'ailleurs, peut-être ne sommes-nous que de passage ici. Et les passeuses, vous voyez, pour moi, je suis psychanalyste, mais je suis une passeuse, d'abord une passeuse, une sage-femme. Je suis une passeuse comme vous l'êtes. Nous sommes sur des terrains différents. Mais en tous les cas, c'est tout ce que nous pouvons passer de nous-mêmes aux autres qui vont le recevoir et en faire autre chose. J'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à noter 5 étoiles de préférence, commenter et partager cet épisode. Et vous pouvez aussi retrouver Les Passeuses sur Instagram. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à laurence@lespasseuses.com. À bientôt!